La planification scolaire et parascolaire. Nous sommes accompagnés de Monsieur Philippe Mélan, voilà, ici à droite, directeur à la direction du patrimoine bâti, de Madame Isabelle Widmer, ici à ma gauche, chef du service des écoles et institutions pour l'enfance, de Madame Floriane, communale pour l'animation parascolaire, de Monsieur Philippe Schroft, chef du service social, et de Monsieur Patrick Chauveau, administrateur du service de la petite enfance. Et nous avons aussi parmi nous le directeur, il a disparu, de l'établissement scolaire donc du Seget où nous nous trouvons, qui est Monsieur Marc Muller. Voilà, alors quelques chiffres, comme d'ordinaire à ces conférences de presse de rentrée. Donc nous avons aujourd'hui 12 540 élèves qui ont pris le chemin de l'école en ville de Genève. Ça représente 308 élèves supplémentaires. Donc la croissance exponentielle se poursuit. On l'a vu toutes ces dernières années. On a vraiment une augmentation très très importante des effectifs. Bon, c'est un peu difficile. Oui, c'est un peu difficile. Est-ce qu'on fermerait ou vous vous approchez ou on... Donc 308 élèves, vous voyez l'enjeu de taille. Voilà, et donc parmi ces élèves supplémentaires, on compte 120 enfants ukrainiens qui sont réfugiés ici à Genève. Cela représente 633 classes et donc 7 classes supplémentaires par rapport à l'année passée. Dans le secteur du parascolaire, on a aussi une augmentation conséquente. Bon, vous allez vous dire, je vous dis chaque année la même chose, qui est d'autant plus importante puisque la croissance démographique, à la croissance démographique s'ajoutent des évolutions sociétales, notamment avec des pourcentages de taux d'activité des femmes supérieurs aux années passées. Donc, ce qui fait qu'on est toujours entre 6 et 10% d'augmentation des inscriptions au parascolaire. Donc, on a 8 346 enfants inscrits dans les restaurants scolaires de midi. Donc, ça représente 400 enfants de plus par rapport à l'année passée. Et le parascolaire de 16 heures, 5100 enfants, ça représente plus de 300 enfants. Donc vous voyez que les défis sont de taille. Ils sont de taille parce que on est donc en ville de Genève, si vous voulez, avec une densification très élevée de la plupart des quartiers. Donc le défi, c'est vraiment de pouvoir aménager nos lieux, de pouvoir élargir les écoles, non seulement pour créer des nouvelles classes, mais aussi pour trouver des locaux au parascolaire. Comme vous le savez, le parascolaire, c'est un droit, il est inscrit dans la Constitution. Donc nous, chaque année, on doit trouver les locaux et pouvoir donner des infrastructures de qualité pour pouvoir accueillir tous les enfants. Et c'est la même chose évidemment pour les écoles, c'est une obligation légale. Donc on a vraiment au niveau de la ville ce défi avec ma collègue Frédéric. Voilà, on doit répondre à ce défi. C'est vraiment un véritable défi. Je crois que le mot il est bien choisi. Aujourd'hui, on a l'école du Seget. C'est une école qui accueille 275 élèves. La moitié de ces élèves sont inscrits au parascolaire. C'est une école qui dispose aussi de 13 salles d'études. Et aujourd'hui, donc, on est dans une de ces salles d'études. Donc, c'est vraiment l'atelier du livre ici qui est organisé. Et puis, la particularité, mais Madame Parler en parlera, c'est un projet qu'on a porté ensemble, c'est la toiture végétalisée qui a été aménagée avec un budget participatif qui a été amené par le service des écoles et qui est mis en place par le DACM. C'est vrai que ça, c'est un très joli projet dont les élèves, si vous voulez, ils participent à ce projet, donc ils peuvent voir comment est-ce qu'on végétalise une toiture. Et puis du point de vue de l'aménagement, Madame Perler vous en dira, j'imagine, quelques mots. Alors, comme je l'ai dit, la planification scolaire et parascolaire, c'est le véritable enjeu.
encore cette année. Les secteurs qui sont le plus concernés par cette augmentation, c'est le secteur du Corbusier, donc le Corbusier, des Allières, Contamine, Tremblay, Budet et Genêt. Donc ça, c'est vraiment les secteurs qui sont les plus denses, où il y a une très forte augmentation et où on doit mettre en place une stratégie sur plusieurs volets. Donc pour rappel, quand on est arrivé en fonction avec Frédéric Perler, on a travaillé avec nos services, nos services ont travaillé pour pouvoir mettre en place cette planification qui a été adoptée par le conseil municipal en décembre 2020 pour pouvoir répondre à ces enjeux. Mais je vais directement passer la parole à Madame Perler pour parler de cette stratégie et aussi de cette toiture. Merci Christina. À mon tour de vous souhaiter une toute cordiale bienvenue à cette conférence de presse maintenant traditionnelle de la rentrée scolaire. Et donc avec ma collègue Christina Kitsos, nous avons choisi de vous accueillir ici dans cette école du Cégep. Comme elle vous l'a dit en quelques mots, c'est parce que dans cette école, il a été mis en œuvre ce printemps un très beau projet qui me tenait à cœur et qui lui tenait à cœur également, à savoir la végétalisation du toit de l'école avec la participation des élèves, ainsi qu'à aussi, parce que c'était leur demande, la plantation d'arbustes fruitiers dans le préau. Et cette réalisation, eh bien, elle est en lien avec ma volonté politique de végétalisation des toitures, elle est en lien avec la volonté politique aussi du conseil administratif. Donc la végétalisation des toitures, des bâtiments du patrimoine bâti de la ville de Genève. Il y a plusieurs écoles qui présentent de grandes toitures suffisamment adaptées à ce type de projet, dont l'école des Crêts-de-Champel ou celle des Allobroges. Et depuis 2022, en plus du renforcement structurel de la toiture qui a permis la végétalisation, eh bien, il y a eu aussi une réfection de la pergola et de nombreux travaux ont eu lieu dans cette école. La salle de gymnastique a été refaite en 2020, les salles de classe et de locaux annexes ont été rénovées l'an passé et il y a eu enfin une réfection complète des blocs sanitaires durant cet été. Nous avons donc ici un très bon exemple de travaux d'entretien permanent dont les bâtiments scolaires font l'objet d'une attention très particulière de la part du patrimoine bâti, qui est représenté ici par monsieur Philippe Mélan. Sur la planification scolaire, les transformations, alors bon, la planification scolaire est en lien entre le département de Mme Kitsos et le mien à travers le service d'urbanisme. Donc, vous dire que sur la planification et les transformations, en 2022, c'est une année qui a été très riche en travaux dans les écoles de la ville et il y a de nombreux projets en cours. Monsieur Mélan sera à disposition pour répondre à d'éventuelles questions très précises de votre part tout à l'heure, mais je peux déjà vous dire que pendant ces vacances scolaires, c'est la direction du patrimoine bâti, elle s'était attelée à préparer au mieux toutes les écoles pour la rentrée scolaire afin qu'elles se passent dans les meilleures conditions. De la peinture, des sols, les luminaires, réparation de stores, vérification d'entretien des toitures, des sanitaires, des nettoyages. Donc plus de 30 chantiers se sont déroulés cet été alors que 28 chantiers ont été menés pendant les vacances de février et 23 pendant les vacances de Pâques. Donc vous voyez qu'il y a un tempo assidu et qui a beaucoup de force. Je peux vous citer en exemple la réfection du préau de l'école de Roche qui s'est terminée la semaine passée, ou des toitures de l'école de Geisendorf et de celle de l'école des Cropettes. En ce qui concerne la transformation des logements de fonction en locaux parascolaires dans 11 écoles, je rappelle qu'il y a un crédit de plus de 4 millions de francs qui a été voté par le conseil municipal à la fin de l'année 2020.
Et 4 transformations seront mises à disposition pour la fin de l'année dans les écoles suivantes: Grotte, Corbusier, Cité-Jonction et Eaux-Vives. Et 5 de plus seront terminées à la rentrée scolaire de 2023. Pour l'avenir, nous sommes en attente de plusieurs votes du conseil municipal, plusieurs votes de crédit pour la construction de l'école des Vernets ou encore la rénovation et la réorganisation des cuisines scolaires dans 6 écoles, qui est un chantier qui va se dérouler sur plusieurs années et qui est un chantier important pour accueillir, comme le précisait ma collègue Christina Kitsos, l'accueil parascolaire est un droit, donc nous devons anticiper, avoir une stratégie, nous préparer pour que tous les enfants puissent être reçus. Pour terminer, s'agissant de cette planification et de transformation, vous dire encore que cet automne, il y aura un concours qui va être mené pour la construction du groupe scolaire dans le quartier du Mervelet, et le lauréat sera connu au printemps de l'année prochaine. Et sur ce, je te cède la parole. Merci, cher Frédéric. Concernant encore la planification et la rentrée, donc comme vous le savez, pour les secteurs de Tremblay et Allières, donc on attend les pavillons scolaires pour le printemps 2023, sauf erreur. Donc les travaux débutent, je crois, là maintenant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on pourra, d'ici la rentrée prochaine, en tout cas, on aura ces pavillons. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle dans le sens où, pour cette année, on a pu réorganiser les choses, notamment avec une mutualisation des locaux, que ce soit la bibliothèque ou les salles, les locaux du GIAP. Et de cette manière-là, eh bien, les élèves sont étudiés, les conditions d'apprentissage sont... on a des bonnes conditions d'apprentissage pour cette année. Et puis pour l'année prochaine, eh bien, on pourra compter sur ces pavillons scolaires. Donc ça, voilà, c'est une bonne nouvelle à saluer. Ensuite... alors après, il y a les autres pavillons modulaires pour Vieux-Suez et Franchise. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot. En tout cas, c'est aussi attendu donc, pour la rentrée prochaine. Je ne sais pas si vous voulez dire 2 mots. Sinon, voilà, donc oui. C'est ça, les pavillons modulaires. Oui, oui. Alors, ces pavillons modulaires, comme l'a expliqué ma collègue Christina Kitsos, sont... en construction pour le Tremblay et les Allières. Et comme vous le savez, ces pavillons auraient dû être livrés pour cette rentrée scolaire déjà, mais le démarrage des chantiers a été retardé de plusieurs mois en raison de problèmes qui ne sont pas liés, qui ne sont pas du fait de la ville de Genève, donc qui sont extérieurs à la ville de Genève, et nous avons dû nous adapter. La construction de ces pavillons est donc en cours depuis le début de l'été pour ces 2 écoles et on ne peut que s'en réjouir. Et je rappelle, et j'aimerais insister sur ce point, que ma collègue et moi-même, nous nous sommes saisis de cette problématique de manque de place dans les écoles dès le début de la législature, vraiment dès le tout début de la législature, et que nous avons recherché une solution rapide et de qualité pour accueillir ces enfants. Cela a été notre première priorité en 2020 et cela a constitué un véritable défi. Un défi sur le plan politique, c'est-à-dire de faire accepter par le conseil municipal déjà d'entrée un crédit très important, 35 millions pour assurer la rentrée scolaire de nos enfants sur notre territoire, mais aussi un défi parce que cela a constitué pour les services du département que je préside de devoir construire en 18 mois, de devoir prévoir des écoles en 18 mois, alors que la construction d'une école prend plusieurs années d'ordinaire. Donc ça a été un vrai défi. Et la solution choisie par
pavillon modulaire déplaçable permet d'offrir aux élèves et à l'ensemble du corps enseignant des locaux fonctionnels et confortables dans un délai de 8 à 9 mois, alors que, comme je vous le disais, la construction d'une école commande des études et des constructions sur plusieurs années. Et au premier trimestre 2023, comme le relevait ma collègue, il y aura donc 6 classes qui seront livrées à l'école des Allières et 12 classes, ainsi qu'un réfectoire à l'école de Tremblay. Et dans un second temps, les écoles de Vieux-Seux et des franchises seront équipées de pavillons semblables. Voilà, merci. Ensuite, dans les autres, donc vous avez la présentation PowerPoint, hein, je crois, sauf erreur. Juste avant de, je m'excuse, enfin un peu, je reviens un peu en arrière, mais parce que dans les chiffres, j'aimerais pas que vous ayez une confusion par rapport à ce que j'ai dit à la slide 3. C'est écrit 12 420 élèves. En fait, il faut ajouter à ces élèves les 120 enfants ukrainiens. Ils ne sont pas compris dans ce chiffre. C'est comme ça que j'arrive aux chiffres que je vous ai indiqués, hein, donc c'est correct, mais voilà. Et donc les 188, il faut aussi ajouter les 120 enfants. Voilà, donc je m'excuse pour ces petits mélanges dans les chiffres, mais on arrive au même chiffre. Ensuite, dans les autres mesures urgentes, donc là, pour Tremblay-Allières, voilà, donc les mesures prises pour accompagner les travaux sur temps scolaire, ben voilà, c'est les informations qui sont données aux parents. Les travaux les plus lourds, eh ben, ils auront lieu pendant les vacances scolaires. La sécurité, elle est aussi garantie, notamment avec un renforcement de la patrouille scolaire. Donc on a pu adapter leur présence donc, sur les lieux. Et puis après, ce qui est toujours important pour nous, c'est de toujours avoir un côté participatif, c'est-à-dire que les enfants puissent en gros être impliqués en fait dans les changements de leur école et donc d'avoir des activités pédagogiques autour de la question voilà, des travaux, des chantiers et, voilà, et d'adapter évidemment les entrées et sorties pour garantir la sécurité. Ensuite, l'autre point important, eh bien, on en a beaucoup parlé avant les vacances scolaires, c'est l'école des Paquis, et notamment la question du préau et de la sécurité des enfants. Alors on a eu une rencontre fin juillet avec notamment ma collègue Marie Barbet-Chapuis et le conseiller d'État Monsieur Poggia, et notamment bien la présence de la police municipale et de la police cantonale pour se coordonner sur les interventions qui seront menées dans ce secteur. Donc on s'est mis d'accord sur un renforcement des mesures policières. Donc je ne vais pas en parler davantage parce que ce n'est pas mon domaine, mais en tout cas il y a toute une stratégie qui a été mise en place entre la police municipale et cantonale. Ensuite, au niveau du service des écoles, il y a des mesures d'accompagnement aussi qui sont mises en place. Il y a un renforcement des nettoyages qui ont été effectués avant la rentrée scolaire et qui se poursuivent ces prochaines semaines. Et puis l'autre point important, c'est la demande de crédit de 4 millions que nous avons déposé ensemble avec Madame Perler. Donc ça, ce projet est actuellement en étude en commission du conseil municipal. Donc c'est un projet dont on est vraiment ravis puisqu'il intègre une concertation avec les partenaires du quartier, c'est-à-dire toutes les associations, mais aussi les partenaires scolaires. Et donc on a réussi, en gros, ça représente énormément de monde qui ont participé en gros à ce projet. On a réussi en gros à intégrer leurs demandes. Donc les habitants sont satisfaits de ce projet. Donc il concerne, donc peut-être que ma collègue voudra en dire quelques mots, mais ça concerne donc le réaménagement complet du Préau-Lac. Il y a une partie aussi qui concerne la fermeture du Préau. Autre point important, l'intervention artistique dans le Préau central. Donc ça nous tenait à cœur de travailler avec le FMAC sur cette question, parce qu'évidemment que ce Préau est vraiment central dans le quartier des Paquis, et le fait d'avoir une intervention artistique, eh bien, ça participe à avoir une occupation positive de ce lieu.
Et puis, c'est de l'art urbain qui est accessible à toutes et tous, parce que malgré la fermeture, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fermeture, en fait, elle interviendra vraiment que la nuit. C'est-à-dire que la journée, jusqu'à 22h30, le préau sera ouvert. Les week-ends et les vacances, le préau sera ouvert. Donc, ce sera quand même un lieu qui sera accessible à tout le monde. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir renforcer une occupation positive. Donc l'occupation positive, elle est possible grâce à des interventions artistiques, grâce à des activités socio-culturelles, grâce à l'intervention de travailleurs sociaux hors mur la journée. Voilà. Par contre, la nuit, malheureusement, pour l'heure, on a encore d'autres publics qui interviennent avec des nuisances qui font qu'on n'arrive pas à les réguler la journée pour que le préau soit aménagé en sorte que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions. Parce que comme vous le savez, les odeurs d'excréments, d'urine, les déprédations sont beaucoup trop importantes finalement pour que le préau puisse rester dans des bonnes... dans un bon aménagement, qui permettent un bon accueil. Voilà, parce que finalement, les odeurs d'urine, même si elles sont nettoyées, elles demeurent. Et puis, à un moment donné, les déprédations, elles sont telles que finalement, il faudrait presque réaménager chaque fois le préau. Parce que quand on vous dit déprédation, c'est des poteaux coupés, c'est des jeux cassés, c'est des trous dans les murs. Voilà. Alors après, le risque zéro, évidemment, il n'existe pas. Parce que même si le préau est fermé, comme vous le savez, il y a aussi un parking, donc il y aura quand même des gens qui pourront entrer et sortir. Donc le risque zéro, on sait qu'il n'existe pas. Mais nous, le but avec cette fermeture, c'est de pouvoir faire diminuer les risques, de pouvoir dissuader les personnes d'entrer dans ce préau la nuit et puis de faire ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir dire, le préau c'est un peu comme un sanctuaire, c'est un peu un cocon végétalisé qu'on veut, que les enfants se sentent en sécurité, et puis c'est aussi de faire en sorte que la police puisse faire son travail. Parce que la nuit, quand il y a quelqu'un qui est dans le préau, finalement, il n'y a aucune interdiction que quelqu'un soit dans le préau, d'accord ? Par contre, si la nuit, le préau est fermé et que des gens veulent aller faire du deal ou consommer ou autre dans ce préau, déjà c'est dissuasif parce qu'il faut monter la barrière, donc généralement les gens ne vont pas le faire. Ce qu'on sait aussi, c'est ce que nous a dit l'IHUG, c'est que les gens qui consomment du crack, parce que c'est ce réseau-là maintenant qui est en train de se mettre en place, qui s'est mis en place en gros au Pâquis, les gens généralement ils restent sur place, ils vont très très peu se déplacer. Donc dès le moment où il y a une barrière, les gens ils vont plus aller, c'est ce qui était expliqué. Et puis d'autre part, si des gens voulaient aller faire des déprédations dans le préau la nuit, eh bien la police interviendrait vu qu'il y a une interdiction d'entrer dans le préau. Voilà, donc ça a quand même un effet dissuasif. Nous, ce qu'on sait, c'est que dans toutes les autres préaux, parce qu'il y en a 11 ou 13, je ne sais plus. Par cœur, je ne sais pas, mais 11, je crois. Je crois 11 ou 13. 11. Il y a 11 préaux qui ont déjà été fermés en ville de Genève. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que l'effet est radical. Les déprédations vraiment diminuent drastiquement dès le moment où on a une fermeture. Alors, ce qui est particulier au Pâquis, c'est comme je vous l'ai dit, il y a ce parking, donc il y aura quand même certaines ouvertures, mais on pourra mieux aussi... La police pourra mieux intervenir aussi les allées et venues, puisqu'il n'y en aura qu'une, ce n'est pas que ce sera ouvert partout. Le délai pour mettre en œuvre, ça dépendra évidemment du vote du municipal. Monsieur Mélan sera plus à même pour répondre, mais je pense que ce sera pour la rentrée scolaire 2023, mais de nouveau à voir, c'est toujours aussi la difficulté avec ces planifications, c'est qu'il y a toujours ce processus politico-administratif qui est très long finalement, parce que il faut passer par le municipal, par les commissions, il faut que ça revienne en plénière, vous connaissez ça, et c'est vrai que ça peut prendre passablement de temps. Mais disons qu'avec les mesures qui sont prises en parallèle, et notamment avec la police, on devrait pouvoir faire en sorte que les nuisances diminuent. Après, évidemment qu'il faudra qu'on soit attentif pour voir si elles se déplacent sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres
Est-ce que du coup ces consommations et que ça vont se faire ailleurs? Donc ça, évidemment, c'est toujours des problématiques qui sont multifactorielles. Et évidemment, on n'a pas la prétention de régler les problématiques de drogue. Du reste, on les réglera jamais. Ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce qu'on intervient sur les différents axes, que ce soit au niveau de la santé, de la sécurité, de l'accompagnement social, etc. Donc là, ça touche plusieurs échelons politiques et plusieurs départements. Mais là, sur le préau des paquis, pour nous, la première urgence, c'était de pouvoir sécuriser, de pouvoir protéger déjà les enfants. Donc voilà sur ce point. L'autre point, donc, c'est les restaurants scolaires. Donc il y a des investissements, comme vous l'a dit, très importants qui sont accordés donc, pour ces restaurants scolaires. En l'espace de 10 ans, la croissance, elle représente près de 10%. Donc vous voyez, c'est énorme. Et d'ici 2027, on attend encore, enfin ça c'est sur nos projections, plus de 3000 enfants supplémentaires. Voilà, donc c'est vraiment des enjeux majeurs. Aujourd'hui, on a 9 associations de cuisine et restaurants scolaires pour 53 réfectoires. Et on a 7 réfectoires qui sont gérés directement par la ville, dont Tremblay et Champel. Ça, c'est les nouveaux réfectoires qu'on intègre, si vous voulez, dans une gestion directe ville de Genève. Le point nouveau, si vous voulez, c'est qu'on a formalisé la gouvernance. Donc, on a mis en place des contrats de prestation, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, dès le 1er septembre, toutes les associations ont signé un contrat de prestation qui les relie à la ville de Genève et où on a mis des critères qui doivent être suivis. Et voilà, donc ça, je pense que c'était très important parce que finalement, on délègue une tâche, donc c'est important que ça soit formalisé. L'autre point important, évidemment, c'est toujours la stratégie climat qu'on porte tout le conseil administratif. Et là, on a un vrai levier en ce qui concerne l'alimentation. Donc, donc on parle toujours beaucoup de quantité, de quantitatif, parce que forcément, vu le nombre d'élèves supplémentaires, voilà, c'est ça qui nous préoccupe grandement. Mais au niveau de la qualité de la prestation, il y a 2 volets très importants pour nous. Le premier volet, c'est de faire en sorte que l'accueil, le moment du midi, puisse être une vraie pause, parce que dans l'étude de l'HEP Vaud, ce qu'on voyait, c'était que les enfants disaient il y a trop de bruit, on est trop stressés. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que les animatrices, animateurs du JAP puissent c'est l'inverse, puissent être vraiment avec les enfants à table et que ce soit plus elles qui fassent le service. Donc c'est ce qui est le cas aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas par le passé. Donc ça, c'est important parce qu'on n'est pas dans la même qualité d'écoute et d'accueil quand on est avec les enfants que si on doit se lever, servir, bouger, etc. Donc ça c'est un grand pas quand même en avant. Puis l'autre point important, c'est la qualité aussi de l'alimentation. Et donc, sur ce point, on a accentué les approvisionnements auprès des producteurs locaux, l'utilisation de produits bio et de labels reconnus en matière de respect des espèces animales et du commerce équitable. Et puis, on aimerait encore faire davantage. Donc ça, il faudra qu'on voit, parce que c'est des budgets supplémentaires qu'on devra intégrer. Mais c'est vrai que vu qu'on est déjà quand même, je pense, bon élève en la matière, la ville de Genève a déposé sa candidature au Milan Pact Awards 2022, voilà, sur cette politique alimentaire, en particulier dans les restaurants scolaires. Et puis rappeler aussi, depuis une année, on a mis en place 2 repas végétariens par semaine, donc dans les restaurants scolaires. Voilà, et donc ça c'est finalement ça c'est une politique aussi qui a été saluée par les parents. Donc ça c'était aussi le doute qu'on avait, on ne savait pas s'il y aurait des levées de boucliers ou des personnes qui seraient fâchées du fait qu'on introduise ces 2 repas végétariens. Alors on l'a accompagné aussi avec une brochure, vous vous en rappelez, mais c'est vrai qu'on a eu plutôt des retours positifs sur l'introduction de ces repas végétariens. Du reste, les enfants aussi dans les crèches, ils découvrent en fait des repas
voilà, que ce soit les lentilles, le tofu, etc. Ils en redemandent aussi souvent, c'est les meilleures ambassadrices et ambassadeurs parce que souvent ils en demandent aussi auprès de leurs parents. Donc comme je vous ai dit, Champel, les Vernets, eh bien ce sera aussi ça la particularité du projet qui a été choisi, c'est qu'il y a une ouverture aussi sur le quartier parce que l'école finalement, c'est pas un îlot en gros, non, c'est un des premiers vecteur de cohésion sociale pour les familles, non seulement issues de la migration, mais aussi pour les familles suisses. L'école, ça reste toujours quand même ce premier lieu, en gros, avec les crèches, évidemment, de socialisation et d'intégration de toutes les familles, qu'elles soient suisses ou étrangères. L'autre point important, puis je pense que c'est la première préoccupation des parents, c'est la sécurité. Donc on est régulièrement interpellé sur cette question de la sécurité, donc notamment sur le chemin de l'école. Alors c'est vrai qu'on a une véritable patrouille scolaire en ville de Genève avec 72 emplacements. Donc on a 53 écoles, mais 72 emplacements de patrouille scolaire. Et on a parfois même 2 personnes qui sont, donc de la patrouille scolaire, qui sont présentes. L'effectif de la patrouille scolaire, c'est 114 personnes et on a 6 répondantes de secteur. Donc c'est un dispositif quand même assez important, je dois dire, qui est mis en place. Et on a élaboré une campagne de sensibilisation pour les automobilistes et cyclistes qui s'appelle « Ouvrez l'œil, levez le pied ». Voilà, donc l'idée c'est de sensibiliser aux abords des écoles, voilà, pour réduire les vitesses, faire attention donc aux enfants. Et puis les patrouilleuses scolaires et patrouilleurs scolaires, ils vont effectuer une présentation dans les classes de 1P et 2P. Donc ça représente 3500 élèves, environ 180 classes. Et donc les patrouilleuses scolaires expliquent aux élèves comment traverser dans de bonnes conditions la route, et puis comment, voilà, à quoi il faut faire attention, etc. Donc ça, c'est un projet qui est très important. On travaille aussi avec la police municipale sur ces questions de sécurité. L'autre point, donc ça c'est un point qui me tenait très à cœur, c'est les ateliers mobiles et découvertes. Donc ça a été développé par Madame Alder, donc ça a été créé en 2008. Et puis ça a été développé, et puis quand je suis arrivée en fonction, eh bien, j'ai décidé que toutes les écoles devaient avoir accès à ces ateliers mobiles et découvertes, parce que je trouvais, voilà, que l'idée de Madame Alder était vraiment judicieuse, et donc il fallait que toutes les écoles puissent avoir accès à ces ateliers. Donc c'est vraiment des ateliers qui permettent de faciliter l'accès à la culture et au sport. Donc il y a des ateliers par exemple avec Amstramgram, la Nouvelle Comédie, ou avec des activités sportives, ou encore de sensibilisation à l'environnement ou à l'alimentation aussi locale qui ont été introduites. Donc ça, c'est des ateliers qui ont lieu entre 16h et 18h. Ça permet aux enfants de découvrir aussi d'autres acteurs. Et puis cette année, la nouveauté, c'est des ateliers de vélo-polo, des éveils à la danse, claquettes, initiation musicale, ou aussi, et donc ça c'est en lien aussi avec la stratégie climat, la création de cosmétiques naturels. Voilà, donc les enfants ils s'inscrivent en fait à l'atelier de leur choix directement auprès du DIAP. Et on passe maintenant donc à la rentrée du DIAP, et puis je vais passer directement la parole à Madame Demont qui est la directrice. Bonjour, merci. Rentrée du parascolaire, du DIAP, effectivement, on vous l'a dit, une croissance toujours en augmentation après 2 années de fluctuation quand même, liées au Covid. On attend effectivement une augmentation de 10% à midi, 10% le soir au minimum. En ville de Genève, c'est donc plus de 8000 enfants inscrits au parascolaire le midi et plus de 5000 le soir que nous allons accueillir. Nous avons donc dimensionné ces équipes en conséquence avec plus de 800 animateurs qui vont les encadrer cette année dans 46 équipes en ville de Genève. Bien évidemment, ces enfants ont été inscrits tous au préalable. Comme vous le savez maintenant, nous avons un système en ligne qui fonctionne très bien. 95% des parents y ont recours, utilisent en ville de Genève ce système très pratique via notre site internet.
Et puis nous avons toujours 5-7% de parents qui ne peuvent pas avoir accès à ces outils informatiques pour des raisons diverses et variées, et qui peuvent donc inscrire leurs enfants via notre centrale d'inscription téléphonique, qui fonctionne aussi très bien sur des horaires élargis en une dizaine de langues. Cette centrale, nous l'avons adaptée cette année. Nous avons un dispositif spécifique pour les enfants qui seraient inscrits et qui seraient issus du conflit russo-ukrainien. Nous avons mis en place des lignes spécifiques avec des opérateurs parlant ukrainien et russe pour pouvoir inscrire ces enfants spécifiquement. Tous ne viennent pas au parascolaire, hein, dans les chiffres que Mme Kitsos a donnés de 120 enfants ukrainiens. On en a une 70 qui viennent effectivement au parascolaire, les autres non. Les enfants inscrits donc au parascolaire pour 2022-2023, vous l'a dit, sont en augmentation. Pour nous, c'est quelque chose évidemment qui est à la fois une bonne nouvelle, mais qui nécessite aussi énormément d'adaptation, puisqu'on vous l'a dit, le cadre légal finalement est très clair. Tout parent qui va demander une place d'accueil parascolaire, accueil collectif donc au DIAP, eh bien, il doit pouvoir obtenir cette place, et nous devons, au coupon intercommunal pour l'animation parascolaire, mettre à disposition le personnel d'encadrement. Ce qui veut dire que chaque année, c'est 300, 400, 500 personnes que nous allons recruter pour pouvoir encadrer ces enfants. Et malheureusement, nous ne sommes pas épargnés par les différents questionnements liés au recrutement dans d'autres institutions publiques, puisque nous avons aussi de plus en plus de mal à recruter nos collaborateurs. 400, 500 personnes, c'est beaucoup. Et effectivement, comme de nombreuses autres entreprises, eh bien, voilà, c'est un vrai défi pour nous de pouvoir recruter ces personnes chaque année. S'agissant des différents éléments qui ont déjà été cités, je souhaitais aussi revenir saluer le travail considérable qui a été effectué par la ville de Genève ces dernières années pour toutes ces rénovations et globalement tout ce qui concerne les infrastructures en ville de Genève. Il est vrai qu'effectivement l'augmentation de ces élèves et de ces enfants venant au parascolaire est considérable. Ça fait peser sur les infrastructures de la ville de Genève une pression qui est énorme. Nous avons des locaux parascolaires qui sont encore aujourd'hui insuffisants, mais voilà, nous avons un objectif commun qui est de pouvoir effectivement doter le parascolaire, les écoles et les restaurants scolaires d'infrastructures plus en adéquation avec les besoins. Et voilà, je souhaitais quand même saluer vraiment ce travail considérable qui a été fait par la ville de Genève ces dernières années, toutes les différentes planifications qui sont prévues. De la même manière, les contrats de prestation dont on vous a parlé tout à l'heure, les contrats de prestation Ville de Genève, Association de cuisine et restaurants scolaires, sont pour nous aussi, DIAP, une réelle avancée puisqu'ils constituent un vrai socle réglementaire avec lequel il est plus facile de fonctionner pour nous en tant que partenaires. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif, non seulement pour nous, mais aussi pour les enfants, surtout pour les enfants, pour le bien-être effectivement de ces enfants qui viennent au sein des cuisines et restaurants scolaires et qui bénéficient d'un encadrement et d'une prestation de repas de qualité. Donc voilà, je souhaitais aussi saluer ces éléments-là, enfin, cette volonté-là de la part de la ville de Genève. Voilà. Merci beaucoup, Madame Demont. On arrive maintenant à la rentrée de la petite enfance. Donc, dans le domaine de la petite enfance, on a la même problématique en termes des ressources humaines. Voilà, on a une véritable pénurie du personnel. Voilà, donc ce sont des domaines où il est très très difficile de recruter. Alors donc, dans le domaine de la petite enfance, ça fait longtemps qu'il y a une pénurie parce qu'il manque aussi des places de formation. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce sont des métiers qui sont encore aujourd'hui essentiellement féminins. Voilà, dans le domaine de la petite enfance, on est entre 90 et 95% avec des employés donc, qui sont des femmes. Dans le domaine parascolaire, je pense que c'est aussi un petit peu les mêmes pourcentages. Et puis, donc, des domaines aussi qui ont été... qui n'ont pas été suffisamment valorisés. Donc ça, c'est des représentations qu'on a depuis longtemps avec des biais de genre, je pense qu'on peut le dire.
et qui font que la réforme qu'on a de la gouvernance avec la municipalisation par étapes, alors c'est pas ça l'objectif premier, mais ça participe quand même aussi à la valorisation du personnel et puis aussi au fait de pouvoir répondre à cette pénurie du personnel, même si forcément, eh bien, cette pénurie, elle pourra se régler aussi qu'au niveau, à l'échelon cantonal, avec davantage de places de formation, mais aussi sur l'attractivité finalement de ces métiers. Alors, dans le domaine de la petite enfance, la nouveauté, c'est l'ouverture d'une nouvelle crèche dans le quartier de Vieux-Seux, qui porte déjà le nom d'une grande femme politique genevoise, à savoir Monique Bauer-Lagier, donc qui était une féministe, écologiste, pionnière en matière d'éducation préscolaire, une femme vraiment qui avait un esprit libre. Et donc cette crèche portera son nom. Donc elle propose 40 places dès cette rentrée. Et l'autre ouverture donc, de cette année, c'était la crèche Victoire Tiner, et puis Marie-Gueug Pouchoulin, donc, où il y a donc 96 places en plus qui sont créées pour 2022. En 2023, on aura 60 nouvelles places prévues dans les secteurs Acacia Bâti et Servette Petit-Saconnet. Et horizon 28, on arrivera donc à 732 nouvelles places. Voilà. À la rentrée 23, donc l'année prochaine, on aura le secteur Marie-Gueug-Pouchoulin qui sera municipalisé, donc ce sera le premier secteur municipalisé. Donc au niveau de la petite enfance, donc c'est un énorme travail qui est mené par le service de la petite enfance, notamment avec la DRH et les services financiers de la ville de Genève. Donc c'est des travaux qui sont menés maintenant pour pouvoir permettre donc, la municipalisation de ce premier secteur. C'est un immense chantier, notamment avec des négociations très très soutenues, notamment avec les partenaires syndicaux. Voilà, donc cette rentrée, voilà, on a une séance par semaine avec tous les partenaires, donc c'est vraiment un rythme très très soutenu. Donc chaque semaine, on a une séance, donc voilà, pour aboutir à un protocole d'accord qui nous permettra par la suite de municipaliser sans devoir recommencer chaque fois les travaux. Donc une fois que le protocole d'accord est signé et évidemment soutenu par le conseil administratif, ça nous permettra par la suite de pouvoir municipaliser plus rapidement et de pouvoir garantir les mêmes conditions, si vous voulez, d'intégration du personnel pour toutes et tous. Voilà, donc c'est un travail qui est encore en cours en ce moment. Les autres secteurs qui sont très importants, c'est le PAV et la gare des Eaux Vives. Et donc sur tous ces projets, évidemment, on travaille main dans la main avec le DACM. Et puis le DACM, avec les concours qui sont lancés, fait aussi souvent, parfois mieux que ce qui est attendu. C'est ce qui a été le cas avec Victoire Tiner, puisqu'on a plus de places que prévu initialement grâce au projet qui a été choisi. Donc parfois les architectes, souvent même, je pense, grâce aussi au travail de l'accompagnement du DACM, voilà, ils sont innovants, créatifs et on a des résultats vraiment exceptionnels. Je pense qu'on peut le soulever pour Victoire Tiner et puis je remercie vraiment le DACM pour ce travail vraiment ingénieux avec un toboggan à l'intérieur de la structure et puis un nombre de places plus important que celui prévu initialement. Au niveau des crèches, évidemment, il manque toujours 1000 places de crèches, malgré les investissements très très importants qui sont prévus par le conseil administratif. C'est vraiment une priorité, pas seulement du département de la cohésion sociale et de la solidarité. Je crois qu'on peut le dire, c'est une véritable priorité de tout le conseil administratif de mettre les moyens financiers dans ce domaine. Donc c'est des millions qui sont accordés chaque année dans les budgets pour la petite enfance. On aimerait vraiment que pour chaque enfant, il y ait une place de crèche. C'est ça l'objectif qui est poursuivi.
Mais en ville de Genève, c'est évident qu'on observe une très forte densification de la ville, ce qui fait que malgré les investissements, chaque année, on a une augmentation du besoin donc des familles, ce qui fait que malgré l'augmentation des places, on doit chaque fois, en gros, c'est la même chose aussi pour les écoles. Et donc ce que j'aimerais dire, c'est que souvent on pense que le canton a des charges dynamiques. Bon, c'est vrai que c'est le canton qui a la majorité des charges dynamiques, mais ce qu'il faut vraiment soulever, c'est que les communes, à travers les politiques du parascolaire, de la petite enfance, des infrastructures pour les écoles, on est véritablement dans des charges dynamiques. Voilà, donc ce qui fait que les budgets, ils ne peuvent pas rester constants. C'est-à-dire que si on veut pouvoir maintenir la prestation, on doit augmenter les budgets. Et c'est des budgets très très importants parce que quand on voit, vous voyez le nombre d'enfants supplémentaires chaque année, les pourcentages d'augmentation, vous voyez ce que ça représente, surtout que là, on est aussi, le budget, il va principalement dans les ressources humaines. Donc vous voyez, c'est des budgets tout de suite importants. Puis les investissements, c'est des investissements, donc forcément, voilà, une planification scolaire, c'est tout de suite 36 millions. Voilà, donc on est tout de suite dans des budgets très importants. Donc pour la petite enfance, voilà, on va poursuivre ces efforts. Donc on a une planification qui est prévue d'ici 2028, mais on travaille déjà aujourd'hui sur la planification à partir de 2028 et aussi sur la recherche d'opportunités, parce que le but aussi c'est de pouvoir équilibrer les différences entre les différents quartiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le quartier des Eaux Vives, ils ont un taux de couverture de 60%, alors que d'autres quartiers sur la rive droite, on a dépassé les 80%, on avoisine les 90%. Je pense à Saint-Jean, par exemple, ou j'aimerais pas dire de bêtises, mais Servette aussi, où on est... Comment ? Paquis-Sécheron, on est autour des 90%. Plus de 90%, vous voyez, donc on a presque atteint, voilà, donc ça fait une très grande différence. Dans ces quartiers-là, les parents, ils vont soit pas du tout attendre, ils auront tout de suite une place de crèche, ou attendre quelques mois, et puis aux Eaux Vives, les parents, ils attendront des fois 2 ans. Vous voyez, donc ça fait quand même une vraie différence dans la vie des familles. Donc nous, dans notre planification, le but, c'est pas seulement de planifier, c'est aussi de pouvoir égaliser justement ces taux de couverture et de pouvoir augmenter le nombre de places aussi, évidemment, dans les quartiers aujourd'hui qui ont un véritable déficit. Et quand on parle de parascolaire ou de petite enfance, c'est un véritable levier en faveur de l'égalité. L'égalité déjà pour les enfants, parce que selon les milieux dans lesquels on vit, on n'aura pas toutes et tous les mêmes activités. Un enfant qui est à la maison, mais dont la mère travaille, ou qui est plutôt, s'il n'a pas de place de crèche, on l'avait vu pendant le Covid, certains enfants ne couvraient même pas leurs besoins vitaux, n'étaient pas toujours couverts. Ils avaient parfois, par exemple, des enfants de moins d'1 an, ils n'avaient pas du lait maternisé, par exemple. Vous voyez ? Et donc ça a été relevé par l'HUG. Donc on voit que les crèches, c'est le service public, dès le moment où il ferme ou dès le moment où il ne peut pas répondre aux besoins de toutes les familles, ça génère des inégalités. Voilà, donc ça génère des inégalités dans plusieurs domaines. Et notamment dans l'égalité entre femmes et hommes, parce qu'en Suisse c'est encore alors je le répète tout le temps, mais voilà, je le répète encore aujourd'hui, les chiffres sont implacables. Dès le moment où les familles n'obtiennent pas de place de crèche, c'est majoritairement les femmes qui vont mettre entre parenthèses leur carrière ou qui vont arrêter leur travail, et elles vont payer cash aujourd'hui, parce qu'elles n'auront pas d'entrée de salaire, mais aussi pour retrouver un emploi par la suite, c'est très difficile après un arrêt prolongé, parce que c'est difficile encore aujourd'hui de valoriser le travail qui est effectué auprès des enfants, alors qu'il faut de véritables compétences, parce que c'est une vraie responsabilité de s'occuper des enfants. Et puis par la suite, elles vont le payer aussi lors du passage à la retraite,
parce qu'elles ne vont pas cotiser pour la prévoyance professionnelle. Donc on voit, et d'ailleurs beaucoup de femmes aujourd'hui qui arrivent à la retraite se retrouvent dans des formes de précarité très très importantes. Donc on voit que la petite enfance, c'est pas juste la conciliation vie professionnelle, vie familiale. La petite enfance, en fait, ça amène beaucoup pour toute la collectivité, parce que déjà, 1 franc investi, ça va rapporter environ 3 francs à toute la société. Ça va apporter beaucoup pour les enfants, parce que ça facilite les transitions entre préscolaire et scolarité. Ça facilite le dépistage précoce, et on sait que s'il y a des mesures pour les enfants à besoins particuliers qui sont mis en place entre l'âge de 0 et 4 ans, eh bien, on peut, dans la majorité des cas, passer en classe ordinaire, ce qui n'est pas possible si le dépistage se fait plus tardivement. Et puis, ça permet évidemment de travailler sur l'éveil aux langues, l'éveil culturel, toutes ces questions-là. Alors après, évidemment, si le milieu familial, eh bien, il dispose d'un certain nombre de compétences et du temps aussi, voilà, avec des temps partiels, etc., ben, ce travail peut très bien être fait en famille. Je ne suis pas en train de dire que tous les enfants doivent être en crèche, mais plus l'enfant va être dans des milieux défavorisés, ou si dans le milieu familial, par exemple, le français n'est pas parlé, eh bien, lors de l'apprentissage, dans les tests PISA de la lecture, eh bien, ça diminue de moitié l'échec de l'apprentissage de la lecture. Donc les chiffres sont tellement impressionnants, voilà, qu'on voit que la petite enfance, voilà, c'est vraiment un levier important. Et le parascolaire, alors le parascolaire, on devrait travailler, évidemment, ça c'est un des grands enjeux sur la qualité, mais aujourd'hui c'est vrai que vu l'augmentation voilà, du nombre d'élèves, eh bien, on est beaucoup sur des enjeux quantitatifs, même si on travaille évidemment aussi sur la qualité, comme on a pu le dire avant, notamment sur le goûter. Dans le budget, il y a un montant qui a été introduit pour améliorer le goûter du DIAP, sur le quart d'heure supplémentaire des animatrices, donc ça c'est aussi un point important du budget, sur la qualité donc, de l'accueil des enfants. Et puis aujourd'hui au DIAP, on travaille sur la politique de tarification, voilà, pour voir voilà, quelles exonérations sont effectuées, comment, quels sont les paliers qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est tout un chantier qui est en train d'être effectué. Et c'est vrai que je salue vraiment le travail donc, de Madame Demont, parce que les enjeux, voilà, rien que pour faire fonctionner déjà le DIAP sont énormes. Et puis en plus, il y a des chantiers en plus qui sont mis en place, comme celui de la tarification. Autre point important, l'allocation de rentrée scolaire qui est mise en place par le service social. Donc pour rappel, c'est 130 francs pour les familles pour le primaire et 180 francs pour le cycle d'orientation, sauf erreur. Et donc ça représente 700 000 francs en 2021. Et donc voilà, donc il n'y a pas de nouveauté, sauf si ce n'est qu'on travaille toujours avec un partenariat avec le centre de contact suisse immigré pour que tous les enfants puissent y avoir accès, même ceux qui n'ont pas de statut légal. Ensuite, le dernier point, et je conclus avec ça, ce qui est très important, eh bien, c'est le jeu. Le jeu, c'est une chose sérieuse, ça fait partie de la Convention des droits de l'enfant. À travers le jeu, on apprend, à travers le jeu, on gagne confiance en soi, ça ouvre les portes de l'imaginaire, et puis cette confiance, finalement, elle est fondamentale parce que c'est celle qui nous permet de découvrir le monde, de s'affirmer, d'avoir une opinion, et c'est celle qui nous accompagnera toute notre vie, finalement. Et donc, la ville, eh bien, elle a 12 ludothèques. On a cette année élargi les horaires le samedi. Donc ça, c'était aussi un point qui nous tenait à cœur avec Madame Widmer, puisque beaucoup de familles, la semaine, elles travaillent, les enfants sont à l'école ou en crèche, et les samedis matins, c'est un peu le moment où les familles peuvent aussi accompagner leurs enfants. Donc cet élargissement des horaires, eh bien, est salué par les familles. L'autre point, c'est les ludobus. Donc là aussi, elles ont fait le plein tout cet été et on poursuit encore là avec cette rentrée. Et l'autre point, c'est la bâtie des enfants. Donc la bâtie des enfants qui a ouvert donc, il y a une année maintenant. Et donc il y a tout un programme pour les élèves de l'école primaire, mais aussi pour les enfants des crèches.
Et puis un programme d'activités qui a été mis en place pendant les week-ends pour les familles. Donc c'est un programme avec des activités qui sont gratuites, qui sont ouvertes à toutes et tous. Donc là, il y a un budget particulier qui a été mis en place pour ces week-ends-là. Et puis on a l'association suisse des amis du docteur Korczak qui finance une partie de ces activités. Donc le docteur Korczak, pour rappel, c'était donc ce docteur qui est précurseur, en fait, si vous voulez, un petit peu de cette Convention des droits de l'enfant, qui avait travaillé dans le ghetto de Varsovie pour prendre soin des enfants. Donc c'est vraiment une figure très importante des droits de l'enfant, mais aussi des droits de l'humain, des droits humains dans leur ensemble. Et donc eux nous financent une partie pour mettre en place un programme culturel pour les familles et les enfants. Et l'autre partenariat qui a été mis en place, c'est avec le WWF. Et donc là, il y a des animations autour de la faune et de la flore au sein du parc. Et des animations hivernales vont aussi être développées. Et puis, il y a une grande journée entière de jeux qui va être organisée le 25 septembre pour les familles. Voilà, donc pour nous, ce qui est important, eh bien, c'est ces différents axes. D'une part, donc, pour conclure, donc, cette planification scolaire et parascolaire pour donner des infrastructures de qualité, de pouvoir pour la petite enfance arriver à l'objectif de un enfant, une place de crèche. Et puis, travailler aussi sur les éléments plus qualitatifs, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'accueil du midi, mais aussi de pouvoir favoriser l'accès à la culture et au sport dès le plus jeune âge, parce que c'est à ce moment-là que les habitudes sont prises et à ce moment-là qu'on va éveiller la curiosité. Et selon les milieux familiaux, selon l'environnement, les enfants, ils n'auront pas toutes et tous accès aux mêmes activités. Donc c'est vraiment le rôle du service public de faire en sorte que tous les enfants aient accès à la culture, au sport et qu'ils soient sensibilisés aussi aux questions environnementales. Alors merci pour votre attention et nous sommes toutes et tous à disposition si vous avez des questions. Oui. Bonjour, j'ai une question concernant les vagues qui viennent juste avoir un petit peu le détail des mesures maintenant et celles qui sont prévues une fois que les 4 millions sont votés, parce que notamment vous parlez de fermeture du préau, mais si je regarde le slide, il est marqué sous la demande de crédit, c'est-à-dire que le préau n'est pas fermé maintenant et on a 34 millions, mais il est déjà fermé. Alors le préau n'est pas fermé actuellement parce que pour pouvoir le fermer, eh bien, il faut qu'on puisse aménager cette fermeture. Donc elle est prévue dans le crédit qui est demandé au municipal. Et puis il a l'étude aujourd'hui eh bien, en commission. Alors, et puis il faut que le municipal le vote aussi. Parce que une fermeture, on doit avec d'autres moyens. Alors la difficulté, je pense que... Bon, déjà, c'est un coût. Le coût, je crois que c'est 600 000 francs pour la fermeture, sauf erreur, dans le crédit. Plus moins, 300. Ah non, c'est moins. 350. Ah ouais. Bon, c'est autour des 300 000, 400 000, là autour. Donc, ça veut dire que... Voilà, puis nous, il faut que le municipal nous donne... Il faut que le municipal aussi accepte, en gros, ce crédit. Bon, maintenant, c'est vrai que comme il y a eu une motion... du municipal qui allait dans ce sens, puis elle a été acceptée, largement acceptée par le municipal, et puis que le conseil administratif a voté aussi cette fermeture, donc c'est vrai que politiquement on pourrait évidemment faire cette fermeture. Maintenant, de faire une fermeture au rabais, je ne pense pas que ça vaille la peine, puis je ne pense pas qu'on pourrait le faire non plus. Enfin, je ne sais pas si M. Mélan veut dire quelques mots là-dessus, mais est-ce qu'on pourrait faire une fermeture provisoire ? Moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'était compliqué. Bon, ça nous paraît pas raisonnable d'entamer une opération qui est assez complexe, parce qu'il ne s'agit pas juste de mettre des portails en place, mais il faut des systèmes d'accès, puisque vous avez compris, même Kitsos vous l'a dit tout à l'heure. Malheureusement, mais c'est comme ça, ce préau n'est pas seulement un préau, c'est aussi un lieu de passage, notamment d'accès au parking souterrain, mais pas seulement, c'est aussi la sortie de secours de la traverse, la salle de traverse. Donc on doit pouvoir assurer une circulation permanente en fait à l'intérieur de ce préau. Donc installer les systèmes de fermeture tel qu'il est prévu dans la délibération qui est soumise maintenant au conseil municipal, c'est toute une installation technique relativement lourde qu'il faut mettre en place, et en provisoire, ça ne nous paraît pas forcément raisonnable. On vous remercie toutes et tous, et puis voilà, on vous souhaite une belle suite de journée.